Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Pour cet épisode, je ne suis pas seule et je suis accompagnée de ma très chère amie Zoé. Bonjour. Pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, vous savez qu'elle est déjà venue dans le podcast, dans l'épisode sur Fourth Wing. Et aujourd'hui, on inaugure un tout nouveau concept que j'ai appelé le procès littéraire. Alors, le principe, ça va être simple. On va placer un personnage de roman sur le banc des accusés. L'une d'entre nous va prendre sa défense et l'autre l'accusation. Et on va voir s'il mérite sa place parmi les héros ou derrière les barreaux littéraires. Aujourd'hui, on est là pour juger des personnages, pour rigoler et pour passer un bon moment. Alors avant de commencer, attention, il y aura sans doute des spoilers pour les livres qu'on va citer et normalement dans la description je vous mettrai le timing de chaque personnage, comme ça si jamais vous ne voulez pas être spoilé sur un des livres vous pouvez passer à un autre. Alors du coup on va parler de Ron dans Harry Potter, de Thorn et Archibald dans La Passe Miroir, de Thomas dans Le Labyrinthe, de Dain et Violette de Fourth Wing, de Gale de Hunger Games et de Hayes de Sing Me to Sleep. Alors préparez vos arguments, vos objections et vos preuves, le tribunal du livre est ouvert. Et on commence tout de suite avec le premier personnage, donc Ron Weasley dans Harry Potter de J.K. Rowling. Alors son accusation, c'est d'être le pire ami du trio, jaloux, maladroit et souvent inutile dans les moments critiques. Aujourd'hui, moi je fais la défense et Zoé l'accusation. Donc on va commencer tout de suite par l'accusation. Alors déjà, une des premières caractéristiques de Ron, c'est qu'il est très souvent apeuré. Et au début, on se demande un peu, qu'est-ce qu'il fait avec lui C'est vrai en vrai. Mais faut quand même noter que le fait qu'il ait peur, ça rajoute du réalisme pour moi et de l'humour. Par exemple, quand il y a les araignées dans le 2 et il dit « suivez les araignées, mais pourquoi pas les papillons ?» Ça rajoute de l'humour, quoi. C'est drôle. Donc oui, effectivement, ça ajoute un côté drôle à l'histoire, mais d'un autre côté, il la fait pas vraiment avancer. Je veux dire, il est aussi assez souvent jaloux et ça l'amène à être égoïste. Par exemple, quand il gâche le bal d'Hermione dans le 4 parce qu'il est jaloux de Victor Krum. Ah non, ça j'avoue que j'ai pas trop de défense sur ça. Mais après, sa jalousie c'est aussi un peu un complexe d'infériorité. C'est pas forcément par méchanceté. Il est aussi jaloux d'Harry, mais parce que il vit tout le temps dans son ombre, parce que c'est l'élu, etc. Je peux comprendre en vrai. Après, j'avoue que la jalousie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quand tu vis tout le temps dans l'ombre de quelqu'un, surtout qu'il vit aussi dans l'ombre de ses frères et sœurs. Enfin, il est toujours dans l'ombre. Il a tellement de frères et sœurs et tout. En vrai, le fait d'être jaloux, je pense, c'est parce que lui-même, il se sent invisible. Oui, il est un peu souvent écrasé. Il se sent souvent écrasé, mais quand même, c'est assez régulièrement Hermione qui lui sauve la mise. Même, on peut mettre Harry dans le même panier. Pas survécu au tome 1 si Hermione n'était pas là. Par exemple, dans le tome 1, quand ils vont pour aller chercher la pierre philosophale, c'est Ron qui se retrouve coincé dans les filets du diable et Hermione doit invoquer des sortilèges pour le sortir de là, parce que sinon il serait mort étouffé. C'est vrai que c'est un peu le boulet des fois. Oui, par par moment. C'est un peu le boulet. Tu vois, on parlait du fait qu'il était jaloux d'Hermione et tout, mais il y a un moment où je me rappelle dans les livres, et genre ça a pas été montré dans les films, donc ça c'est dommage, mais en gros il y a un moment dans les livres où Rogue pose une question et Hermione lui répond, et il la traite un peu de Madame je sais tout en mode parce qu'il répondait à toutes les questions, tu sais, elle levait la main à la suite. En gros, Ron il va la défendre et il va dire mais si vous vouliez pas de réponse à votre question, pourquoi vous la posiez quoi? Et du coup il va se faire coller parce qu'il a tenu tête à Rogue et qu'il a défendu Hermione. Et du coup voilà, je trouvais que ça montrait que malgré tout, même s'il était un peu méchant avec Hermione au début et tout, il a quand même un grand cœur, tu vois. Parce que c'est vrai que dans les films tu te dis super, au début il est méchant avec Hermione, après il est jaloux d'Harry, après il est jaloux d'Hermione, et après il sort avec Lavender là et après au final dans le 7 après il était sous l'emprise de l'Horcrux aussi dans le 7, mais il s'enfuit quoi, il s'en va. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments comme ça où genre dans les livres tu te dis que c'est quand même quelqu'un de bien et tout et qui défend ses amis, mais que dans les films il y a pas forcément eu. Oui, je dois avouer que j'ai pas de passage précis à citer vis-à-vis de Lavande. Il avait l'air souvent quand même un peu saoulé par Lavande. Oui. Je veux dire, même si, je me souviens plus s'il lui a dit des choses méchantes, mais elle avait l'air vraiment amoureuse de lui. Son amour, il le lui a pas rendu, donc triste. En vrai, un peu pitié. En vrai, elle me fait un peu de la peine. C'est ça. On dirait que c'est un peu quand même pour rendre Hermione jalouse. Ouais, ou pour gonfler son ego un peu. C'est ça, donc il n'est pas toujours très très moral, mais oui, ouais, pauvre Lavande. Après, justement, du coup, ça rend le personnage complexe aussi. Oui, ça le rend plus humain. Mais bon, en attendant, c'est vrai qu'il fait des erreurs. Mais après, je trouve quand même qu'il reconnaît ses erreurs et il s'excuse souvent. Mm-hmm. Malgré tout.
Je pense qu'on a fait le tour. Bon, du coup, on s'est dit que on n'allait pas forcément dire s'il était acquitté ou pas. On vous laisse le plaisir de dire ça si jamais vous laissez un commentaire Spotify pour nous dire si vous êtes d'accord avec l'accusation ou la défense. Alors, le deuxième personnage, du coup, c'est Thorne de la passe miroir de Christelle Dabos. Son accusation, c'est d'être le roi des glaçons, incapable de montrer la moindre émotion. Et du coup, c'est moi qui commence par faire l'accusation. Alors, du coup, déjà, j'ai mis qu'il était froid, distant et désagréable au début du livre et au tout début du tome 1. Et c'est vrai, je suis désolée, il a forcé, entre guillemets, Ophélie à l'épouser. Enfin, genre, c'est un mariage forcé en soi. Oui, c'est ça. Ouais, un mariage arrangé. Et au final, il lui parle pas. Et juste, c'est un énorme glaçon, il reste dans son bureau. Et il traite un peu Ophélie comme si c'était un dossier administratif. Chaque fois qu'elle venait le voir, il était vraiment très froid et il la traitait vraiment comme si c'était une cliente ou je sais pas, quelqu'un vraiment, pas sa femme, quoi, finalement. J'ai mis aussi que l'évolution était vraiment lente. Genre un peu trop lente pour qu'on s'attache forcément à 100% à lui, dans le sens où du coup il passe beaucoup de tomes à être super froid et il montre ses émotions qu'au bout d'un moment. J'ai eu du mal à m'attacher à lui. Effectivement, le fait qu'il soit froid, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais si on regarde le personnage dans sa globalité, Thorne, c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais reçu d'amour. Déjà dès tout petit, je veux dire, il a été élevé avec ses cousins qui le harcelaient, l'amour, l'empathie, etc. C'est des choses qu'on lui a jamais donné et qu'il a vraiment jamais appris peut-être à éprouver ou à montrer. Oui, au début, Ophélie, étant donné qu'il la connaît pas, il peut pas lui faire un gros câlin. Je veux dire, c'est vrai. C'est sûr. Donc le fait qu'il évolue lentement, oui, c'est sûr, mais après je trouve que si il évoluait trop rapidement, ça ferait que l'histoire elle est moins réaliste. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu dis. Parce qu'il faut quand même un peu de temps pour se déglacer. Pour faire fondre le glaçon. C'est ça. Donc oui, et puis effectivement aussi, il est lent à évoluer parce qu'on le voit pas, enfin on le voit dans les livres, mais le fait qu'il fait des petites apparitions comme ça fait... Ouais, il apparaît pas beaucoup. C'est quoi. ça. Et puis l'histoire d'amour comme ça, je trouve elle étouffe pas la ligne directrice du roman. Ouais, carrément. Et ça fait que l'héroïne elle peut exister par elle-même et pas juste par son lien avec Thorne, si je puis dire. Ouais, t'as raison. C'est ça que j'aime bien aussi dans la romance de la passe miroir, c'est que justement, le premier tome il est plus centré sur Ophélie et on voit bien que Ophélie c'est la personnage principale et que Thorne c'est le personnage secondaire, le love interest un peu. Même s'il a un rôle très important aussi, c'est vrai que du coup on le voit plus comme ça que vraiment comme deux personnages principaux avec la romance comme plot principal quoi. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai mis aussi incapable d'admettre ses sentiments avant 3000 pages. Ça par contre c'est vrai. En soi je me rappelle plus si c'est elle ou lui. C'est lui qui lui dit en premier. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est dans le tome 2 quand il se penche pour lui rendre sa montre. Et que... C'était hyper maladroit. C'était drôle. Mais c'était drôle. La scène était hilarante. Ah oui, ça m'est revenu, mon Dieu. Ils savent pas, ils font tomber les cartons et tout. Oui, et plusieurs centaines de pages avant de retenter quelque chose. Je crois qu'il lui a avoué. Elle a capté, elle était là en mode quoi? C'est vrai que c'était un peu lunaire vu qu'il était, il est hyper froid et tout. Ouais, il disparaît pendant 3 ans. Ouais, bon bah alors ça par contre, je suis désolée. Il dit ça et après il se casse. Non, on va pas l'accuser d'être un forceur. Hein. Ah bah pour le coup non, hein. C'est un peu un glaçon quand même, mais un glaçon auquel on peut s'attacher. Oui. Il est excusable, ça va. Vous n'hésitez pas à nous dire si pour vous il est coupable ou acquitté. Alors, le troisième personnage, du coup, c'est Archibald, pareil de la passe miroir de Christelle Dabos. Lui, il est accusé d'être un séducteur plus occupé à flirter qu'à sauver le monde. Vas-y, c'est toi qui fais l'accusation. Et oui, parce que Archibald est censé être ambassadeur, et je que dans le livre, on a un peu du mal à voir en quoi consiste son métier. Voilà, et puis en plus, le principal souci, c'est qu'il est relié à toutes les personnes de sa famille via la toile. Donc chaque individu voit ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, oh il y a ça, j'avais oublié mon Dieu. C'est un grand frère protecteur, Archibald. Il est très attaché à ses sœurs, mais quand même quand il va flirter avec les résidentes de l'ambassade, ses sœurs elles ont le droit d'assister au spectacle. Donc c'est quand même un personnage un peu gênant, on va dire. Après, moi j'avais mis, en vrai mon principal argument c'est que ok, c'est un charmeur mais j'ai mis que c'était un archétype nécessaire parce que du coup ça fait un énorme contraste avec Thorne qui lui est hyper froid. Les femmes ils s'en foutent quoi. Et vraiment c'est tout l'inverse. Et en même temps du coup ça rajoute aussi de l'humour parce qu'en vrai l'univers il devient de plus en plus sombre au fil des romans et c'est vrai que du coup c'est lui qui rajoute ce côté un peu plus lumineux quoi. J'ai l'impression vraiment tu sais que genre je suis le pote qui défend son pote qui a trompé sa meuf, genre c'est horrible. Ah là là. En plus en vrai j'ai mis il est loyal parce qu'il est toujours là pour aider Ophélie en vrai. Il répond toujours présent. Il fait pas non plus hyper bien son taf,
ok, il flirte, mais c'est vrai il reste présent, tu vois. C'est pas comme si elle avait un souci, s'il était occupé ailleurs, il venait pas, quoi. Il est quand même là. Il est charmeur, mais pas non plus avec tout le monde. Genre, c'est pas non plus abusé. Bah, en soi, je crois, au début, il charme un peu Ophélie, mais après, une fois qu'elle est mariée à Thorne, il la charme plus, non? Et oui, j'ai mis qu'il traitait quand même bien les femmes. Enfin, genre, il les considère pas non plus comme des objets. Ouais, voilà. Genre, c'est un charmeur, mais plus gentleman aussi, quand même, un peu. Il est pas plus occupé à flirter qu'à sauver le monde. Je pense qu'il sauve quand même le monde en premier, mais bon, s'il a moyen de flirter en même temps, pourquoi pas? Voilà. Quand l'occasion se présente. Et ouais, c'est le côté un peu, le fait qu'il impose un peu ces choses-là à ses sœurs, quoi. Oui. Qui était un petit peu préoccupant. Mais en fait, voilà. Ouais, c'est toute sa famille. Il peut voir Oui. Qu'est-ce qui se passe. C'est atroce. Pourtant, c'est un pouvoir qui n'est guère pratique, hein. Ah oui, bah, point de vue intimité. C'est sûr que bon, c'est pas le meilleur pouvoir quand on a envie de flirter, quoi. Effectivement. Bah, je pense qu'on a tout dit aussi sur ce personnage-là. Le 4e personnage, si je dis pas de bêtises, ça va être Thomas du livre Le Labyrinthe de James Dashner. Il est accusé d'être le champion des décisions catastrophiques, celui qui veut sauver tout le monde mais qui finit toujours par tout faire exploser. Alors du coup c'est moi qui vais commencer, je fais l'accusation. Pour moi, en vrai, il fonce sans réfléchir. Il est arrivé depuis quelques jours et directement, je crois que c'est même dès le premier jour, il va entrer dans le labyrinthe alors que c'est strictement interdit. Oui, effectivement, il aurait pu mourir. Mais si on regarde d'un point de vue scénaristique, s'il l'avait pas fait, on n'aurait pas pu découvrir les griffeurs, le danger, etc. Enfin, je veux dire, nous, par exemple, dans notre vie quotidienne, on fait tous des trucs un peu stupides. Il y a personne de l'autre côté de son livre ou de l'autre côté de l'écran qui fait... C'est vraiment bête, hein. Ouais, c'est vrai que c'est important pour le plot. Mais en soi, le problème, c'est aussi qu'il met les autres en danger en faisant ça. Sa curiosité, il a aussi provoqué des attaques de griffeurs, mine de rien. Je crois que c'est justement parce qu'il a essayé d'aller dans le repère des griffeurs que, à un moment donné, les portes sont plus refermées et ça a mis tout le monde en danger en soi. C'est vrai. C'était nécessaire pour l'histoire aussi. Et pas forcément, ils veulent les empêcher de sortir. C'est l'endroit le plus dangereux. S'ils veulent s'échapper, forcément, il faut un peu de danger. Si tout se passe bien, l'histoire, elle est un peu trop rose bonbon. Oui, c'est vrai. J'ai mis, en vrai, il veut sauver tout le monde, mais au final, ses choix, ils vont entraîner souvent plus de pertes qu'autre chose, notamment dans La Terre brûlée. Il force pas les gens à partir, mais en vrai, un peu, hein. Dans les films, je crois que c'est plus en mode ceux qui veulent pas restent là et ceux qui viennent avec moi. Mais au final, ils ont pas le choix de sortir parce que du coup, il a fait en sorte que le repère se ferme plus. Donc en fait, ils sont plus en sécurité. Ils ont plus trop le choix. Genre, soit ils meurent parce que les griffeurs vont les manger à un moment donné, soit ils vont avec lui, quitte à risquer leur vie, mais avec une chance de peut-être s'en sortir, quoi. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix qu'il fait où des fois ça entraîne des pertes quand même. Ouais, finalement, quand ils s'en vont, est-ce que la vie dans le labyrinthe est si enviable que ça? Ouais, c'est vrai. Parce que il reste là, mais même si les portes peuvent se refermer, il y a quand même un risque de rester coincé de l'autre côté et de mourir par la suite. Peut-être tenter quelque chose de nouveau, ça peut sauver la vie plus que de rester statique finalement. Mm-hmm. Il refuse toute autorité. Genre, il s'oppose à Newt et Minot, alors que lui, il vient juste d'arriver dans le labyrinthe, c'est le petit nouveau. Et il est là, il commence à dire, oui, je veux être coureur, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il commence un peu à faire sa loi. Alors qu'en vrai, il vient juste d'entrer, ça fait des années, ils sont là, des mois. Au final, il arrive, il refuse un peu de les écouter. Il rentre dans le labyrinthe alors que c'est interdit. Enfin, il les écoute pas. Il a confiance en ses capacités. Ouais, alors qu'il les connaît même pas, puisqu'il a aucun souvenir. C'est vrai. Pareil, il rentre dans le labyrinthe. Tu sais, genre, quand il y a Minot et Albi qui arrivent, là, il rentre dans le labyrinthe, alors que, du coup, c'est complètement débile. Enfin, il va rien pouvoir faire à part se faire tuer lui aussi. Est-ce que ce serait pas une sorte d'instinct un peu qui lui reste d'avant, même s'il a plus ses souvenirs de réflexes. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que quand tu réfléchis plus de l'extérieur, ils sont tous en train de les encourager pour qu'ils arrivent avant la fermeture des portes. Mm-hmm. Et là, t'as le petit nouveau qui n'y connaît absolument rien. Par instinct, il fonce, il va dans le labyrinthe et il se fait enfermer avec eux pour la nuit. Alors que c'est connu que genre personne n'a survécu à une nuit dans le labyrinthe. Mais d'un côté, il y va pour les aider. Vu de l'extérieur, je pense que tu te dis, mais c'est le petit nouveau, qu'est-ce qui peut les aider? Après, ça marche pour le coup, c'est vrai que ça marche. Ils sont bien sortis à la fin. Hein. Heureusement que c'est le personnage principal, parce que si c'était juste quelqu'un qui faisait ça, globalement, il serait juste mort. Ils seraient tous les trois morts pendant la nuit. Du coup, je pense qu'on a fait le tour aussi pour ce personnage. Et le prochain, c'est Dane, je pense qu'on va dire Dane Athos de Fourth Wing de Rebecca Warros. Son accusation, c'est d'être obsédé par le respect des règles. Bon, du coup, c'est moi qui refais à nouveau l'accusation. Déjà, mon premier argument, c'est que donc attention, c'est un spoil, de toute façon, la plupart des arguments vont contenir des spoils. Mais en vrai, il va raconter à son père
ce qu'il a vu dans les souvenirs de Violette. Et du coup, c'est ça qui va manquer de causer la mort de littéralement tous les personnages principaux et tout le groupe d'amis de Violette. Donc déjà, à partir de ce moment-là, son père lui demande de faire quelque chose, même si ça peut mettre sa meilleure amie, son amie d'enfance en danger, il va le faire. Oui. D'un certain côté, ce qu'il a pu se dire, c'est que ce qu'elle s'apprêtait à faire, allait elle aussi la mettre en danger, ainsi que d'autres gens. Donc, en le disant à son père, il a peut-être eu le sentiment de vouloir sauver tout le monde, entre guillemets. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est pas son rôle, quoi. Il y a un peu ce côté où t'as l'impression qu'il préfère quand même les règles à ses amis. Enfin, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais à un moment donné, Violette accuse une de ses amies d'avoir fait quelque chose qui est vrai. Son dragon le confirme et va montrer même les souvenirs. Mais Dan va préférer croire son amie plutôt que Violette parce que cette amie-là a toujours respecté les règles, etc. Comme si le fait de respecter les règles faisait de toi quelqu'un de bien, forcément. Après, quand on regarde Dan, son père est quand même général, donc il a dû être élevé dans vraiment le grand respect des règles, puisque si son père est un militaire, c'était quand même filer droit à la maison, on va dire. Donc oui, je pense qu'il a vraiment grandi dans cette ambiance-là. Forcément, pour lui, les règles, c'est la sécurité, c'est le contrôle. Il se ramène à quelque chose qu'il connaît peut-être, et donc c'est comme ça qu'il décide d'agir. Ouais, c'est vrai, c'est cohérent. Et en soi, Violette, elle est un peu, enfin, elle est pas comme ça non plus à 100%, mais au début, c'est vrai que tu vois, elle connaît par cœur le codex. Elle va redire les règles comme une petite intello au début. Et c'est vrai. Là, elle aussi, sa mère est générale. Ouais, elle apprend quand même au fur et à mesure quand les règles lui semblent injustes à ne pas forcément les suivre et à préférer ce qui est juste plutôt que ce qui est dans le règlement, dans le codex, quoi. Ouais, elle suit peut-être un peu plus son cœur, mais elle a quand même une double formation, on va dire. Son père était scribe, donc peut-être que étudier des textes, il a peut-être plus développé son sens critique des choses que aurait pu le faire le père de Dan, par exemple. Oui, je pense que c'est un aspect important à reconsidérer pour juger Dan. Après, moi, comme dernier argument, j'ai juste mis, il la considère vraiment comme une gamine fragile. Ça n'a rien à voir avec l'accusation, juste c'est vrai que c'est un peu énervant. Enfin, en fait, il était trop dans le respect des règles et en plus, il l'a considérée comme une petite sœur et quelqu'un de fragile à protéger et tout. Alors, plutôt que de l'aider à survivre, et on a l'impression qu'il était persuadé que juste, elle ne pourrait pas y arriver. Et ça, c'était extrêmement frustrant, il était absolument insupportable dans les premiers livres. Oui, c'est vrai qu'on peut pas vraiment le réfuter cet aspect-là. De toute façon, ça n'a rien à voir avec l'accusation, c'était juste parce que c'était pour le caser. C'était voilà pour caser cet argument. Ensuite, la prochaine accusation, c'est Violette Sorengan, toujours de Forcewing. Elle est accusée d'être la guerrière la plus fragile, mais miraculeusement invincible dès qu'un dragon surpuissant entre en scène. Et donc Zoé, c'est toi qui fais l'accusation et moi la dé. Et oui, alors effectivement, on voit bien que son dragon lui sauve souvent la mise. Et elle a même des aménagements spéciaux rien que pour elle, parce qu'elle a une selle qui lui permet de rester sur son dragon, parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Hein. Ses amis, eux, n'en ont pas besoin. Et même pendant les entraînements, son dragon doit s'adapter à elle. Et on voit quand même que les dragons ont beaucoup d'ego dans son livre, donc il a dû ravaler sa fierté un peu. C'est un peu ça. Mais alors, comme argument pour la défendre, j'ai mis justement, vu qu'elle est fragile physiquement, elle doit se battre 2 fois plus fort que les autres. Et en vrai, du coup, sa force à elle, ça réside plus dans son mental, dans le fait qu'elle lâche rien et que quoi qu'il arrive, même si elle doit le faire 2 fois plus que les autres, elle veut y arriver et elle en a dans le ventre, tu vois. Plutôt que son physique qui serait solide, puisque effectivement, physiquement, elle est très fragile. Et ça l'oblige aussi à devoir trouver des solutions autres que ce qui est fait habituellement. Donc, par exemple, avoir une selle pour son dragon. Aussi, autrement, quand elle fait le parapet, je crois, elle utilise un couteau, enfin, elle se sert de ce qu'elle a sous la main et comme elle est plus petite et plus fragile, bah, du coup, elle se sert de ce qu'elle a et ça l'oblige à creuser un peu dans sa tête aussi et à trouver d'autres solutions. Après, ça fait quand même qu'elle dépend pas mal des autres aussi au début. Tout ce qui est combat rapproché, etc., elle doit prendre plus de cours particuliers et forcément, s'il arrive une tuile, c'est un peu plus compliqué de se défendre. Je veux dire, son dragon, il peut pas toujours venir l'aider. Après, oui, c'est vrai que, après, c'est un peu le but du livre. Elle progresse, justement, au bout d'un moment et elle finit par devenir plutôt forte, malgré son physique qui, initialement, est quand même assez fragile. C'est vrai. Bon, ça n'a rien à voir avec l'accusation, encore une fois, juste on termine les personnages, mais... procès, éventuellement. Mais c'est vrai que... Vas-y, tu voulais dire, vu que c'est toi qui fais l'accusation, je t'en prie. C'était au début du tome 2, quand elle a besoin de 400 pages avant de pardonner à Xaden de ne pas lui avoir tout dit au sujet de sa rébellion. Voilà. Et même pour ses amis, c'est pareil, elle était là, je veux toute la vérité. Ça faisait un peu genre embrouille du collège, quoi. C'est vrai, ça a quand même duré 400 pages. Donc. Oui. Ok, toujours, ça n'a rien à voir avec l'accusation, mais juste, c'est vrai que c'était un peu casse-pied.
Le prochain personnage, c'est Gale de Hunger Games de Susan Collins. Et lui, son accusation, c'est de manquer d'empathie. C'est moi qui fais l'accusation, donc je vais commencer. Alors déjà, premier point pour lequel, pour moi, il manque d'empathie. Alors Katniss, elle vient de survivre à des jeux absolument traumatisants auxquels elle ne pensait pas survivre. Et lui, il va l'accuser d'avoir embrassé un autre garçon dans ses jeux à la télé, alors que juste elle essayait de survivre. Voilà, déjà pour moi c'est un manque d'empathie. Effectivement. Mais d'un autre côté, quand Katniss est partie pour les Hunger Games, il s'est occupé de sa famille. Il leur a apporté de quoi vivre, à manger, etc. C'est lui qui chassait pour elle, puis quand même s'occupait déjà de sa propre famille, donc c'est quand même une charge assez lourde. Alors oui, il a un peu manqué d'empathie envers Katniss, mais il a quand même pris soin des gens qui comptaient pour elle. Oui, c'est vrai. Mais j'avais noté la citation. À un moment, quand ils parlent des Hunger Games et justement qu'ils ont cette discussion-là sur le fait qu'elle ait embrassé Peeta et que c'était juste, de l'acting pour gagner les Hunger Games et recevoir des sponsors. À un moment donné, il dit j'aurais dû me porter volontaire à sa place. Mais sauf que du coup, ça a un manque d'empathie dans le sens où il y aurait plus personne pour s'occuper de sa famille. De 1 et de 2, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Pourquoi il aurait dû se porter volontaire pour être avec Katniss. Enfin, c'était un peu bizarre. Piquer la place de Peeta. Oh purée, j'aurais dû me porter volontaire pour que ce soit toi qui m'embrasse. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre dit comme ça. Surtout qu'en vrai, je voyais ça partout sur TikTok, les gens disaient que si c'était Gale qui avait été aux Hunger Games, il aurait pas hésité à tuer Katniss. Ça, je suis pas hyper d'accord, je pense pas. Non, je pense pas, parce qu'ils étaient quand même très amis. Déjà, forcément, s'il va nourrir sa famille, c'est qu'ils ont quand même un lien assez fort qui les unisse, donc il va pas la tuer quand même de façon sauvage dans les Hunger Games. Non, peut-être qu'on aurait une fin un peu à la Peeta et Katniss, mais avec un peu moins d'artifice autour de leur relation amoureuse, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'avoue que je suis très contente que ce soit Peeta. Et après, un autre argument que j'avais, c'est que il a quand même pensé une arme qui a servi à tuer des enfants du Capitole lors du dernier tome, à les bombarder, et ça a quand même entraîné la mort de la sœur de Katniss. Juste parce qu'il a quand même pensé une arme hyper sadique qui envoie une première salve de bombes, puis quand les gens vont récupérer les blessés, une deuxième, ce qui est un peu horrible, je trouve, alors que c'était des enfants du Capitole et la sœur de Katniss. Après, je sais pas si il avait connaissance du fait que cette arme allait être utilisée sur des enfants. Et ensuite, étant donné qu'ils sont quand même en situation de guerre, il faut avoir des armes assez puissantes pour pouvoir répliquer, parce que le Capitole, avec toutes leurs mutations génétiques, etc., ils sont quand même assez avancés, ils sont quand même assez sanglants, c'est quand même pas mal glauque. Ils peuvent pas arriver avec juste des belles paroles, il faut quand même qu'ils aient les moyens de se défendre. Cette arme, est extrêmement sadique, oui, je suis d'accord, mais après, ça peuvent peut-être espérer leur salut en étant aussi ingénieux que le Capitole, peut-être. Ouais. Et en vrai, oui, je crois que justement, il savait pas que ça allait être utilisé pour ça. Mais quand même, je comprends Katniss qui lui en veut, en sachant que c'est son arme qui a tué sa sœur, la sœur pour laquelle elle s'est portée volontaire. Sa seule demande, c'était vraiment de protéger sa sœur. Oui. Après, c'est sûr, Katniss, on peut pas lui en vouloir d'être en colère contre Gale, parce que oui, sa sœur est morte, donc faut bien un coupable. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui a inventé l'arme. Et en vrai, du coup, je comprends le côté, littéralement, c'est ton arme qui a servi à tuer ma sœur. Je vois pas comment tu peux après construire quelque chose avec quelqu'un après ça, quoi. Tu peux toujours être amis, mais bon, après. Amis de loin. Oui, c'est vrai. Je crois qu'en plus, ils sont vraiment amis de loin à la fin. Donc le prochain personnage et le dernier d'ailleurs, c'est le prince Hayes de Sing Me to Sleep de Gaby Burton. Et son accusation, c'est d'être un peu trop naïf. Donc vas-y, c'est toi qui fais l'accusation. Alors oui, effectivement, comme il vit dans un château, il est un peu à l'écart de ce que vivent les gens de son peuple. Il est un peu dans son monde, il fait des fêtes. Je veux dire, même s'il a pas l'air très heureux, il a l'air quand même très loin de ce que vivent les gens de son peuple. Et en plus, son seul et unique ami a été tué par l'héroïne du livre. Bon, effectivement, on sait que elle ne savait pas à ce moment-là que c'était son ami, mais quand même à la fin, en quelque sorte, il lui pardonne un peu parce qu'il a des sentiments pour elle. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est vrai que... D'accord. Elle a tué mon meilleur ami, mais quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il a vite oublié son meilleur ami. Après, comme t'as dit, justement, c'est le fait qu'il vit un peu en dehors du monde. Il a pas été confronté à ce qui se passe dans son royaume. Et en soi, je pense que c'est aussi une volonté de son père, parce qu'il veut pas forcément que son fils soit au courant de tout ce que lui a fait dans ce royaume-là. Le fait, par exemple, qu'il ait banni toutes les créatures un peu magiques, comme justement les sirènes, comme Star Wars, ça fait que, quand même, à mon avis, il est pas au courant de tout. Je sais, et c'est une volonté de son père peut-être aussi, de le garder loin de tous les secrets qu'il a commis. Et en plus, il est amoureux, quoi.
il est amoureux de l'héroïne. Je comprends qu'il lui pardonne aussi. Enfin, en vrai, quand t'es amoureux, je crois pas qu'il lui pardonne à 100%. Il me semblait qu'il disait quand même quelque chose comme quoi... Ouais, il y avait une petite phrase comme ça, il me semble. Mais je crois que je l'avais plus vécu en mode je lui en veux énormément, mais en fait, j'arrive pas à lui en vouloir parce que je l'aime, tu vois. C'est un peu cette ambivalence-là. Et en vrai, c'est mignon. Oui, mais quand même, en attendant, il va devenir roi. Ouais, par contre, tu peux pas être mignon en étant un roi. Il devrait se renseigner un peu plus sur son royaume, peut-être. Ouais, oui, non, mais par contre, c'est vrai qu'on est un peu dans le cliché du prince complètement déconnecté, qui fait des fêtes, qui n'y connaît rien. Ça passe dans le livre. Dans la vraie vie, on serait peut-être un peu plus... Ouais. Dans la vraie vie, je pense il y aurait déjà eu une révolte ou je sais pas, quelque chose, parce que c'est pas possible, quoi. Après, étant donné que, quand même, dans un livre de fantasy, il y a des sirènes, on peut pas tellement... commencer à parler de réalisme. C'est vrai, ça doit être un minimum réaliste quand même d'un point de vue psychologie des personnages, etc. Mais c'est vrai, si on part par là... Après oui, ce que je me disais aussi, c'est que je crois que vraiment dans ce livre, je suis pas sûre que la romance soit vraiment genre le principal. Enfin pour moi, c'est plus une fantaisie qu'une romance, tu vois. Qu'une romantaisie plutôt. Parce que pour moi, du coup, l'héroïne principale, c'est Sawars. Et du coup, ça me semble assez logique que ce personnage-là soit un peu moins développé qu'elle quand même. Oui. Parce qu'on connaît beaucoup plus sa famille, son histoire, sa sœur, etc. que lui. Je pense lui, peut-être qu'il sera plus développé dans le tome 2, parce que là, on a lu que le tome 1. C'est ça. On va le laisser évoluer un peu, le pauvre. Ouais, parce que là, on le juge, du coup, on fait son procès en disant qu'il est naïf, mais on a qu'un seul tome, donc en vrai, on peut peut-être pas forcément le juger, même si c'est le but de cet épisode. Bon, bah, écoutez, voilà, on a fait tous les personnages, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire Spotify, ou même en avis Apple Podcast, ou même à me dire en message privé sur Instagram, pour quel personnage vous étiez d'accord avec l'accusation ou la défense, quel personnage selon vous est coupable et lesquels sont acquittés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!